Donc, on va essayer d'aller vite puisqu'on est en retard, mais je vais vous donner juste quelques messages. J'avais mis aussi quelques questions pour essayer de résumer ce que c'était que les hypertensions pulmonaires associées aux malformations cardiaques congénitales, en sachant que c'est un sujet qui intéresse les enfants, mais aussi beaucoup les adultes, hein. Vous savez qu'on estime aujourd'hui que le nombre de gens en France qui ont une malformation cardiaque est à peu près de 500 à 550 000 personnes vivantes, et un certain nombre d'entre eux, même s'il est réduit, en tout cas on espère qu'il est le plus réduit possible, a de l'hypertension pulmonaire ou de l'hypertension artérielle pulmonaire. Alors, j'avais mis comme question quelles sont les différentes formes d'hypertension pulmonaire. On va aller très vite, mais c'est juste pour l'illustrer. Qu'est-ce que le syndrome d'Eisenmenger? Parce que je pense que c'est vraiment le problème auquel on est confronté. Est-ce que le traitement est différent? Et je donnerai juste deux, trois messages très simples. Donc, il y a différents types d'hypertension pulmonaire associés aux malformations cardiaques. Les premières, ce sont les hypertensions pulmonaires qui sont liées à des trous dans le cœur, c'est-à-dire des communications anormales entre les différentes cavités du cœur. Et en fonction de l'endroit où se fait le trou, l'hypertension pulmonaire est d'autant plus précoce ou peut survenir plus tardivement, parfois à l'âge adulte. Et j'ai mis ici deux exemples. Les communications entre les ventricules, donc qui est sur la gauche de votre écran, ça, ce sont des hypertensions pulmonaires qui se développent chez les petits enfants si on ne répare pas la malformation précocement. Et à droite, c'est une situation qui n'est pas rare chez l'adulte, ce sont les communications interauriculaires où l'hypertension artérielle pulmonaire se développe plus tardivement. Et elle peut même apparaître à des âges qui s'approchent de ceux des hypertensions artérielles pulmonaires idiopathiques. Et donc, il va y avoir des questions différentes, des questions de précocité du diagnostic et du traitement pour les formes qui évoluent vite dans l'enfance, et puis des discussions un petit peu différentes sur la possibilité de fermer les trous chez des patients plus âgés. Donc, il y a une vraie complexité de ce sujet en fonction de l'âge et en fonction du type de malformation. Cette complexité n'est pas limitée à cela, puisqu'il y a plein d'autres causes, par exemple des obstacles à l'intérieur du cœur qui vont donner des hypertensions pulmonaires qui vont qui vont ressembler à celles des maladies cardiaques chroniques de l'adulte âgé. Et donc, on voit ça aussi chez les enfants. Il y a un certain nombre de problèmes difficiles à traiter. Il y a des formes encore plus rares, pour lesquelles on a peu d'informations, des maladies qui s'appellent le syndrome du Sinter, des maladies compliquées des vaisseaux pulmonaires chez l'enfant, mais aussi chez l'adulte. Et on commence à avoir une vraie problématique chez l'adulte, puisque ces patients ont été soignés dans l'enfance et survivent jusqu'à l'âge adulte et éventuellement développent plus tardivement de l'hypertension pulmonaire. Et puis enfin, il y a des situations très complexes que je passe rapidement, mais qui nous intéressent beaucoup en cardiologie congénitale, en particulier chez les gens qui n'ont qu'un seul ventricule. Donc, il y a une classification particulière des hypertensions pulmonaires, des malformations cardiaques. Le sujet qui est le sujet principal dans le monde, c'est celui du syndrome d'Eisenmenger, c'est-à-dire des malformations qui n'ont pas été réparées, et je vais vous expliquer rapidement ce que c'est. Mais il y a des patients qui ont des malformations associées à de l'hypertension pulmonaire, qui n'ont pas de passage de sang bleu du mauvais côté, qui n'ont donc pas de syndrome d'Eisenmenger. Et donc, chez eux, il y a une problématique d'opérabilité. Ça se concerne surtout les communications interauriculaires de l'adulte. Il y a de façon un peu plus récente des choses qu'on a compris également à la lumière de la génétique, et je ne vais pas rendre des choses trop compliquées, et aussi pour aller vite, qui sont ce qu'on appelle des associations, des sortes de coïncidences, c'est-à-dire vous avez de l'hypertension pulmonaire et un petit trou dans le cœur, mais le petit trou n'a pas causé l'hypertension pulmonaire. Et donc là, pour ça, on a un petit peu changé notre fusil d'épaule. On pense aujourd'hui qu'il faut continuer à chercher des causes génétiques à des hypertensions pulmonaires associées à des malformations cardiaques, parce que l'anomalie génétique peut causer les deux problèmes. Et puis enfin, il y a un problème qu'on appelle le groupe D, qui sont des patients qui ont été opérés dans les temps de malformation cardiaque et qui pourtant développent une hypertension artérielle pulmonaire. Et c'est aussi dans ce groupe-là qu'il faut éventuellement rechercher, parfois secondairement à l'âge adulte, des causes génétiques à cette hypertension artérielle pulmonaire qui s'est développée alors qu'on avait pensé avoir bien travaillé précédemment. Donc, dans le monde, c'est le syndrome d'Eisenmenger qui pose un problème. En France, il diminue beaucoup parce qu'on fait du diagnostic précoce et qu'on répare à temps les malformations cardiaques. Et donc, si on répare les trous qu'on appelle situés après les valves du cœur,
on les répare avant l'âge de 1 an, on ne développera habituellement pas d'hypertension artérielle pulmonaire. Mais dans les pays en voie de développement, ou parce que le diagnostic est passé inaperçu, et on voit de temps en temps ces problèmes rares, eh bien, les malformations cardiaques, et j'ai mis ici sur le dessin une malformation cardiaque qui est une communication entre les ventricules, le sang normalement rouge va passer parce que, comme le disait Marc, la circulation pulmonaire, elle n'est pas résistante, et donc le sang rouge va aller contaminer le sang bleu et surcharger les poumons, et puis progressivement, le poumon qui est agressé par, enfin, les vaisseaux pulmonaires agressés par ce régime de pression anormale élevée et par le flux sanguin chronique va se défendre en s'hypertrophiant, se remodelant, quasiment exactement comme dans l'hypertension artérielle pulmonaire idiopathique, et empêcher le sang de passer. Et finalement, le flux va s'inverser. C'est ce qu'on appelle le syndrome d'Eisenmenger. Et du sang bleu va venir contaminer le sang rouge et les patients vont être cyanosés de façon chronique. Si on regarde aujourd'hui ce qui se passe dans les pays développés, le gros cœur du milieu, ce sont les hypertensions artérielles pulmonaires liées aux malformations cardiaques. Et vous voyez que dans 90% des cas, ces malformations peuvent être opérées. Dans 10% des cas, elles n'ont pas été opérées, même dans les pays développés, pour plein de raisons, des raisons associées à des malformations associées à la complexité de la malformation ou à des problèmes extracardiaques. Et ces patients qui n'ont pas été réparés vont développer de l'hypertension artérielle pulmonaire, soit précocement pour une communication entre les ventricules, par exemple, soit plus tardivement pour une communication entre les oreillettes. Donc, c'est quasiment inéluctable si on ne répare pas les malformations cardiaques avec un calendrier qui est contraint. Mais de l'autre côté, on voit que les patients qui ont été corrigés, eh bien, eux, chez eux, ils n'auront plus d'hypertension pulmonaire dans l'immense majorité des cas, mais qu'il y a un petit nombre d'entre eux qui va la développer malgré le traitement bien conduit, comme je l'ai dit. Donc, ça veut dire qu'il faut continuer à être surveillé attentivement, enfin attentivement, régulièrement, je devrais dire, quand on a été opéré d'une malformation du cœur, parce que certains patients vont développer, et probablement parce qu'ils ont une susceptibilité génétique, une hypertension pulmonaire tardive. Et donc, dans notre problématique à nous, un cardiologue spécialisé, c'est d'identifier en fonction du type de malformation. J'ai mis ici, je suis désolé, j'ai gardé mes diapositives en anglais, c'est une mauvaise habitude. Eh bien, en fonction du type de malformation, on a un moment où il faut les opérer et un moment où c'est trop tard. Et donc, on travaille beaucoup pour essayer de décaler ce moment ou de faire en sorte que les patients qui auraient été opérés trop tard puissent retourner à leur statut antérieur et avoir une hypertension artérielle pulmonaire réversible. Est-ce que le traitement est le même? Et là, je vais être très court. Oui, le traitement est le même. Il y a des subtilités d'indication du traitement. Il y a des associations de traitement qui sont peut-être dont l'efficacité a peut-être été montrée de façon moins forte que dans les hypertensions artérielles pulmonaires idiopathiques avec un cœur normal. Mais en gros, le traitement de l'hypertension artérielle pulmonaire associée aux malformations cardiaques congénitales est le même quand la malformation a été réparée. Ça, c'est exact. Par contre, le syndrome d'Eisenmenger, c'est-à-dire celui où les patients sont cyanosés de façon chronique parce qu'il y a du sang bleu qui va contaminer la circulation à sang rouge, eh bien, ces patients-là, en fait, ils ont une maladie qui est à la fois l'hypertension pulmonaire et la maladie de la cyanose. C'est deux maladies différentes et ils sont exposés à un certain nombre de risques que j'ai montrés ici et qui sont, comme vous le voyez, nombreux sur cette diapositive, avec des complications de caillots. C'est parce que leur sang est épais à cause de la cyanose, ils fabriquent plus de globules rouges, ils ont plus ce risque-là, parce que le filtre des poumons est court-circuité. Les poumons, c'est un filtre antibactérien important, donc ils ont un risque infectieux qui est important avec des microbes qui viendraient par exemple de la peau ou des dents qui peuvent aller se localiser dans des endroits dangereux comme le cerveau par exemple. Et puis, ils ont tout un risque de complications métaboliques qui peut abîmer leurs reins, etc. Donc, la prise en charge des patients qui ont cette maladie, le syndrome d'Eisenmenger, qui a commencé par parfois une chose toute simple, un trou entre les ventricules, eh bien, doivent être pris en charge de façon plurielle, souvent par différents spécialistes pour prévenir et traiter ces complications-là. Bien sûr, pour eux, en plus du traitement avec les médicaments, il y a toujours la possibilité de transplanter
des poumons, mais en fonction du type de malformation cardiaque qui est associée, qui est la cause de ce syndrome d'Eisenmenger, eh bien, on peut avoir des difficultés, en particulier à transplanter le cœur et les poumons en même temps, ou alors à avoir des stratégies compliquées de réparation simultanée du cœur si c'est possible, et de transplantation des poumons. Donc, oui, les traitements sont les mêmes, mais la complexité de l'association d'une maladie cardiaque sévère et d'une malformation et d'une hypertension artérielle pulmonaire peut rendre les choses plus délicates. Et je termine avec un dernier message, et qui est un message aussi un peu général, et pour nous qui nous occupons d'enfants, et puis après, quand ce sont des filles, de jeunes filles et d'adolescents, la grossesse, c'est quelque chose qui est un sujet délicat quand on a une hypertension artérielle pulmonaire, qu'elle soit idiopathique, comme ce que j'ai dit tout à l'heure, ou associée à une malformation cardiaque congénitale, puisque la grossesse va être contre-indiquée chez ces jeunes femmes, bien évidemment, si elles ne sont pas transplantées. Et c'est toute une éducation, toute une relation particulière que de dire à une jeune fille qu'on suit en consultation ou d'évoquer ce sujet. Mais je pense que c'est un sujet absolument crucial qui sera évoqué. Et c'est vrai aussi pour le syndrome d'Eisenmenger. Et cette diapositive vous montre que certes, on a fait des progrès dans la gestion des grossesses chez ces femmes, mais ce n'est pas parce qu'on a fait des progrès que le risque n'est pas majeur et qu'il ne faut pas continuer à déconseiller formellement à ces jeunes femmes d'être enceintes et les guider vers la possibilité d'avoir un enfant d'une autre façon que par leur propre grossesse. Voilà, je m'arrête là et je suis tout à fait prêt à répondre à vos questions si vous en avez.